Si on gagne, avec cette équipe-là, on va changer ce sport. Cadence, man! Essaie de Christophe Dominici, c'est un génie! Trace la glace, c'est le Bumpman! Vous êtes l'équipe la plus nulle que j'ai jamais entraînée! Pas ça, Zinedine. Je vais devenir la meilleure. Comme ça, je pourrais changer les choses. Souvenez-vous, on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles. Ici, on parle du sport dans le cinéma. Au Ciné Sporting Club, la Dream Team rencontre le casting. Ça pue la sueur et le popcorn. On entend les claps de cinéma répondre aux claps des serviettes sur le cul. Et les chasubles des joueurs se mélangent aux costumes des acteurs. Poussez la porte des vestiaires du Ciné Sporting Club le temps d'une causerie. Et découvrez les rapports plus ou moins étroits entre le sport et le 7e art. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce 15e épisode du Ciné Sporting Club. Et bonjour Fabien. Bonjour Romain et bonjour tout le monde. De tous mes films, Les Dents de la Mer a été le plus difficile à faire. J'ai passé 9 mois sur l'océan et on ne peut pas rester sur l'eau si longtemps sans perdre la tête et regarder ses acteurs la perdre aussi. Je me suis alors dit que si faire un film était à ce point difficile, je n'en ferais pas d'autres. Heureusement, les autres ont été plus simples à tourner. Avec cette phrase de Tonton Spielberg, on a toujours plaisir à citer. Toujours. On l'écoute en tout cas. On a déjà un début d'explication de la rareté des films de voile. Mais le sujet a toujours passionné les foules. Il suffit de jeter un œil au nombre incalculable d'histoires en mer, et ce depuis la nuit des temps. La navigation fascine, déjà par son côté exploration, mais aussi car elle confronte l'homme, et la femme, à une force qu'il ne peut maîtriser. Ces récits d'aventure peuvent donc être une belle source d'inspiration pour le cinéma, avec un éventail de sujets pouvant être traités autour de ce sport si singulier. Parmi les films de bateau, certains abordent l'aspect compétition, et donc sport, de la pratique. Nous allons ici vous en présenter quelques-uns, toujours triés sur le volet. Ou la voile, tu devrais dire. Oh, tu m'as vu. Alors, levez l'ancre, larguez les amarres, souquez les haussières et hissez les voiles, on vous embarque pour un plan large. Hissez haut! Arrêt à l'abordage, papa! Souquez les artémuses! Du calme, ma fille, du calme. En plus, ça veut rien dire, souquer les artémuses. Ah, c'est ça, je me disais aussi. Alors, on a quitté le chenal et on prend le large avec un premier film français. Et oui, il s'agit de En solitaire de 2013, réalisé par Christophe Offenstein. Alors on y suit l'histoire d'un navigateur au nom qui sent bon de chouchen, Yann Kermadec. Ah oui, effectivement, ouais. Joué par François Cluzet, que je n'imiterai pas. Celui-ci a toujours rêvé de participer au mythique Vendée Globe, la plus grande course de voiliers monocoques en solitaire et sans escale autour du monde. Un peu la Coupe du Monde de la voile, puisqu'elle se tient tous les 4 ans. Eh oui. Donc Yann profite du désistement d'un de ses amis, joué par Guillaume Canet, pour prendre le départ de la course au Sables d'Olonne. Mais alors que la compétition commence, il découvre un jeune passager clandestin, alors interprété par Samy Seguir, qui jouait un jeune footballeur dans Les Petits Princes. D'accord. Déjà un film de sport. Ouais. Et qui va légèrement, tu te doutes, perturber sa course. Oui. Voilà. Alors le pitch est plutôt intriguant. Mais du coup, et c'est vrai que c'est plus une course en solitaire, quoi, du coup. Un peu moins en solo, du coup. Alors, donc ce pitch est plutôt intriguant, même si, comme souvent dans les films français, on dérive assez facilement dans le pathos. Le film est littéralement porté par François Cluzet. Donc, non, ce qu'on retient ici, c'est la préparation et la mise en scène qui ont permis au réalisateur de nous produire des images sublimes. Et non sans mal, car après quelques essais décevants en studio, donc à terre, la décision est prise de tourner une grande partie des scènes de voile en conditions réelles sur un vrai bateau. Ah bah c'est mieux, Oui, c'est sûr. Et c'est là que tout le tournage prend des allures d'exploit. Alors le voilier barré par Marc Tiercelin pour le Vendée Globe 2008 est acheté, rien que ça. Ouais. Alors c'est quand même un machin de 18 mètres qui, pour les besoins du film, était navigué par 3 marins, auxquels se sont ajoutés l'équipe du film et les acteurs. D'accord. Une immersion d'autant plus totale que cette même équipe devait attendre les conditions souhaitées pour tourner. Et oui, forcément. Il n'y a pas de planning de tournage. De la météo, là. Ouais. Et ou même en faisant des plans au moment du départ du vrai Vendée Globe 2012. Voilà. Alors, j'ai aussi ma petite anecdote perso, parce que quand j'ai vu le film, le plus pur des hasards a fait que le lendemain, j'étais à une conférence de Marc Tiercelin, donc le propriétaire du bateau, et qui a répondu à de nombreuses questions au sujet de la navigation en solitaire, et aussi du film. Et notamment alors sur les conditions horribles de sommeil par tranche de 20 minutes max qu'ils ont pendant des mois, tout ça dans un bruit infernal qui est proche de celui d'un avion au décollage et permanent, voilà. Mais il y avait aussi des trucs qui étaient plutôt cool, comme le fait de, alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, la bouffe qu'ils embarquent à bord, elle est top. Ah ouais. Ouais. C'est du genre qui est préparé par des chefs étoilés, juste pour eux, lyophilisés, etc. Parce qu'au final, ce qu'ils expliquaient, c'est que c'était leur seul point de réconfort. C'est terrible, Mais du coup, est-ce qu'ils mangent du lapin?
pas dire le mot. Ah, pardon. Alors, la navigation en solitaire peut très vite devenir une sacrée galère. Hein. Ah, oui. Et le film dont tu vas nous parler le montre plutôt bien. Ah, carrément. Alors, il s'agit de All is Lost, hein, Oui. traduire Tout est perdu, C'est ça. de Jeffrey Chandor, un film de 2013. Il s'agit d'un film minimaliste qui met en scène un certain Robert Redford, s'il vous plaît, dans le rôle d'un marin solitaire perdu au milieu de l'océan Indien. Alors c'est un rôle totalement sur mesure, Chandor ayant écrit le rôle spécifiquement pour Robert Redford, en s'inspirant de l'image qui renvoyait d'homme solitaire, résilient. Ouais, c'est vrai. Alors solitaire d'ailleurs, Redford a été réellement dans le casting car ce film a la particularité de n'avoir qu'un seul personnage. Nous sommes donc sur un film au décor unique et quasiment muet, hein, il doit y avoir 50 répliques, hein, et puis bon, forcément pas des monologues hein, quand il est tout seul. Ce qui est très peu et surtout réaliste, hein, puisque ça se passe au milieu de nulle part. Alors à moins d'avoir un ballon de volley avec qui parler sur le bateau. Oui. Bref. Donc d'ailleurs le tournage il s'est déroulé presque en totalité dans le silence, ça c'est assez particulier quand même. Ouais, et le pitch du film, hein, je vous le fais court, l'homme, puisqu'on connaît pas son nom, navigue au milieu de l'océan Indien sur son monocoque quand il heurte un container flottant à la dérive, ce qui provoque une brèche dans la coque de son voilier. Merci la mondialisation. Ouais, encore. À partir de cet instant, c'est un véritable calvaire et une descente aux enfers que va connaître notre marin. Les événements prennent en effet une tournure dramatique quand des tempêtes successives vont endommager encore plus son bateau. Du coup, notre vieux loup de mer va devoir user de son expertise et toujours dans un calme olympien pour lutter pour sa survie avec les moyens du bord. Donc le film repose d'ailleurs sur sa résilience, sa quête de survie, son espoir restant inaltérable, alors que celui du spectateur s'affaisse au fil des minutes. En effet, on est face à une histoire où on se dit sans cesse « c'est foutu pour lui, tout est perdu ». Et c'est le cas de le dire puisque c'est le titre. Et pourtant, cet instinct de survie face à une mort certaine peut nous surprendre. All is Lost ne se base pas sur une histoire spécifique, mais il s'inspire clairement de nombreux récits de marins en détresse. Oui. La majorité du film a été tournée en mer, ou dans des réservoirs géants recréant des conditions tempétueuses. C'est les mêmes d'ailleurs qui ont été utilisés pour le tournage de Titanic. Ah, ok. Ouais, un studio au Mexique. D'accord. Donc même s'il ne s'agit pas d'un film basé sur la discipline de la voile en elle-même, Oui, il nous rappelle du début à la fin que ce sport est indissociable du danger et de l'isolement que l'on peut éprouver face à lui. La voile reste au cœur de l'intrigue puisqu'elle joue un rôle essentiel dans l'évolution du personnage. Les aspects techniques de la navigation, y sont montrés avec authenticité, notamment dans les gestes du marin pour réparer la coque, utiliser des instruments de navigation, gérer les voiles, etc. Donc Redford, du haut de ses 77 ans quand même, au moment du tournage, il a réalisé la majorité de ses cascades. Ah ben, on aurait pu l'avoir dans l'épisode sur les cascadeurs. Exactement. Il avait une certaine connaissance de la voile, mais il a tout de même suivi un entraînement pour comprendre les détails techniques nécessaires à son rôle. Oui, c'est obligé. Le film, donc, il nous rappelle que la voile est un sport, puisqu'il met en lumière des valeurs sportives telles que l'endurance, physique et mentale, la résilience, la persévérance, face aux éléments ici d'ailleurs, et surtout l'habileté. Alors la mer est donc dans ce film un terrain sportif, un ring, sur lequel s'affrontent un homme et un adversaire redoutable, l'océan. On se rend bien compte en matant ce film que la principale victoire que cherche un skipper, c'est avant tout sa survie. Comment t'es monté? Qu'est-ce que tu fous là? Oh! Rentre dans la cabine. Je veux pas qu'on te voie. Tu comprends pas? Si jamais on me voit, je suis mort. Putain, la merde. La merde! Mais la voile peut aussi être un sport collectif, notamment lors d'une frégate mythique, passée par Barcelone en cette année 2024 d'ailleurs. Donc forcément, quand il s'agit de parler de Formule 1, même des mers, Fabien n'est pas très loin. Et oui, je vais vous parler de Wind, alors en français Les Aventuriers du Vent, un film sorti en 92 de Carole Ballard. Alors, comme tu disais, l'autre grande compétition de voile, c'est la Coupe de l'Amérique. Et oui. Et on peut même dire que c'est la mère de toutes, car il s'agit d'une des compétitions les plus anciennes, 1857 quand même, tout sport confondu. Alors cette fois, ce sont des yacht clubs qui s'affrontent, représentant les pays engagés, et il y a donc plusieurs marins par bateau. Et le meilleur film sur cette course, encore à l'heure actuelle, c'est Wind. D'accord. Avec Francis Ford Coppola quand même à la production. D'accord. Alors Wind est un mix entre la défaite des Américains en 1983, qui a d'ailleurs un doc Netflix à ce sujet, et la légendaire édition de 87, qui a été très controversée, notamment avec 2-3 harponnages entre bateaux, des bouées pour tourner, tu sais, qui ont été arrachées, et des règles en gros pas hyper suivies. Ah, je m'en rappelle très bien, j'avais 3 ans à cette époque. Ouais, j'imagine que tu suivais ça comme un dingue. Alors bon, c'est un peu complexe tout ça, mais j'avoue pas y connaître grand chose, mais bon, c'est resté gravé dans les mémoires. Voilà. D'ailleurs, alors Peter Gilmore,
le vrai capitaine de Star and Stripes de cette année-là, donc c'est le bateau américain, qui est visiblement un poète, une espèce de Materazzi de la voile. Il est le capitaine du bateau pendant le tournage du film. C'est lui qui le conduisait vraiment. Et d'ailleurs, apparemment, on le voit plusieurs fois passer à l'écran. D'accord. Alors, car oui, là encore, les scènes de mer, elles ont été tournées dans les conditions réelles et avec les voiliers de l'époque. C'est d'ailleurs ce qui rend ce film plutôt réussi, parce que le scénario, et alors surtout la romance qui s'y trouve, là, c'est plutôt barbant, et on passe son temps à attendre qu'il remonte sur leur fichu bateau. Voilà. C'est un peu un problème récurrent du film de sport. Ouais, hélas, on n'arrive pas à trouver quoi mettre entre les scènes de sport. Parce que entre-temps, c'est amourette, développement technique du bateau, explication du règlement, aussi passionnant que le code civil, quoi. C'est clair. Mais accrochez-vous parce que les scènes de voile, elles valent vraiment le détour, quoi. Alors, à noter la présence de Stellan Skarsgård, récemment le baron Harkonnen dans le Dune de Villeneuve. Tu vas pas nous faire une imitation, là? Non, là je peux pas. Et les premières notes du thème musical principal, elles ressemblent à s'y méprendre à celles de Retour vers le futur. Alors voilà, désolé, maintenant que je vous l'ai dit, vous allez tout le temps l'entendre. Ouais, et puis après ça change, voilà. Donc, bref, 2 heures de film, c'est peut-être un peu trop, surtout en dehors des scènes de sport, mais bon, là c'est comme s'il y avait pas un pet devant, quoi. Il y a pétole, quoi. Il y a pétole. On retourne sur la navigation en solitaire, et cette fois un petit peu moins professionnel, avec un film d'outre-Manche. Oui, alors on parle pas évidemment de la réalisation qui est moins professionnelle, non. de la navigation. Alors c'est avec un film qui s'appelle Le jour de mon retour, donc en anglais The Mercy, qui est un film de James Marsh, sorti en 2018. Alors ce film raconte l'histoire vraie de Donald Crowhurst, joué par Colin Firth. Oui. Donald Crowhurst, c'était un skipper amateur britannique qui a participé à la Sunday Times Golden Globe Race en 1968. Cette course a été organisée par le journal britannique le Sunday Times, d'où son nom. Une amie, un peu, ouais. Et il s'agissait de la toute première course autour du monde en solitaire et sans escale. Alors bien avant notre Vendée Globe, donc, qui n'a été créé qu'en 1987. Le personnage réel, donc, de Donald Crowhurst était un entrepreneur en électronique spécialisé dans les instruments de navigation et en grosse galère financière. Afin de promouvoir ses inventions nautiques, il décide de participer à la grande course, malgré un manque cruel d'expérience en haute mer. Il va concevoir les plans et construire un trimaran lui-même, le Teignmouth Electron, pour s'engager dans la course sans vraiment de préparation et sous la pression de ses sponsors et de sa famille. Alors vous sentez déjà que ça pue, Ouais. Voilà. Donc déjà, dès le départ, on sent que ni le bateau ni lui-même ne sont ni prêts ni adaptés à une telle aventure. Et effectivement, à peine dans l'Atlantique, les ennuis commencent et les problèmes techniques s'accumulent. Et là où l'ego va prendre le dessus sur la raison, c'est que Donald, craignant le déshonneur, l'humiliation et les conséquences financières d'un échec qui vont avec, au lieu d'abandonner, il va carrément falsifier ses journaux de bord pour faire croire qu'il progresse dans la course. Ouais, c'est un truc de fou. Du coup, les médias, ils vont transmettre des fausses indications et le public va suivre sa fausse avancée avec enthousiasme et le considérer comme un héros issu de l'ordinaire, quoi. Pas de GPS à l'époque. Et non, voilà. Pendant ce temps, sa femme, Claire, qui est jouée par Rachel Weisz, doit gérer sa famille et la garder unie face aux épreuves et notamment face aux attentes des médias. Mais sur le Rafio, c'est pas vraiment le même délire. L'isolement en mer va affecter l'esprit de Crowhurst et on va le voir sombrer dans une profonde détresse mentale, un sentiment de culpabilité, forcément, et un abandon de soi et de tout espoir de survie. Alors je vous gâche pas la surprise du dénouement du film, mais cette triste histoire est bien connue des amateurs de la discipline. Elle nous rappelle d'ailleurs que faire un tour du monde en solo à la voile n'est pas à la portée de Monsieur Tout-le-Monde, comme voulait le prouver Crowhurst, même si t'es pété de rond d'ailleurs. Donc Jeff Bezos avec ton voyage dans l'espace, te la raconte pas trop, parce que c'était facile. Voilà, sur un bateau, c'est pas la même. Donc là, on comprend mieux que la voile en haute mer, c'est l'affaire de sportifs de haut niveau, mélangés à des aventuriers intrépides, totalement livrés à eux-mêmes, et surtout sachant s'adapter au moindre imprévu. Alors en parlant d'imprévu, anecdote intéressante du film, pendant le tournage, Colin Firth a pu découvrir par lui-même à quel point les conditions maritimes pouvaient être imprévisibles. En effet, pour une scène qui devait être tournée dans des eaux calmes, près des belles côtes britanniques ensoleillées... Ça n'arrive jamais. Si, attends. Eh bien, une tempête inattendue a forcé l'équipe à improviser. Alors Firth, pas forcément très à l'aise sur un voilier, a insisté pour continuer à tourner, malgré le mauvais temps, estimant que cette expérience rendrait son interprétation plus authentique. Ça, c'est l'acteur studio, ça. Oui, voilà, c'est bien vu, même si le film utilise beaucoup d'incrustations sur fond vert, au final, pour les scènes au large, mais ça reste quand même crédible, elles sont plutôt pas mal foutues.
Donc d'un point de vue personnel, moi je pense que le film repose beaucoup sur la performance de l'acteur. C'est souvent le cas d'ailleurs, quand on est tout seul sur un rafio, quoi. Oui. Voilà. Et il peut paraître un peu mou, la réalisation parfois un peu redondante et pleine de bons sentiments. Voilà, on a des flashbacks de la famille à outrance, etc. Donc vous comprendrez donc que ce film n'est pas là pour nous montrer de la voile, mais plutôt pour mettre en lumière l'isolement de ces skippers, mais aussi celui que peuvent ressentir leurs proches, abandonnés à terre par ces aventuriers un brin égoïstes finalement. Ouais. Donc à cela, James Marsh y ajoute une dimension psychosociale. C'est sur ce lien que l'on insiste, un peu trop peut-être, dans Le jour de mon retour. Alors Fabien, tu vas maintenant contredire Renaud, le chanteur, avec un film qui prouve que la mère peut prendre la femme, qui préfère la campagne. Et la jeune fille même. Oui. Alors là, on est un peu sur le cas d'école du film de sport qui met en scène les exploits d'un enfant ou adolescent. Je vais vous parler de La jeune fille et la mère. C'est un film qui retrace l'exploit de Jessica Watson, une Australienne de 16 ans, qui a fait le tour du monde en solitaire sans escale à la voile, et en détient d'ailleurs le record officieux de précocité. Alors déjà, quand on voit le pauvre sloop de 10 mètres sur lequel elle a passé les 210 jours de mer, on se dit que Inoxtag là, et son Kaizen ils peuvent remballer leur masque à oxygène, on n'est pas dans la même division. Mais qu'en plus, alors les autorités compétentes lui ont refusé le record car elle avait bien respecté l'itinéraire mais son parcours était trop court. Elle avait un peu trop coupé certains virages. On se dit qu'il y a de quoi se saborder, quoi. C'est clair. Alors, vous comprenez qu'on est sur un sujet passionnant, une histoire assez hallucinante, mais traitée à la Netflix, c'est-à-dire à la va-vite, sans trop se poser de questions. Et franchement, ça rend pas honneur à l'exploit. Ouais, c'est dommage. Alors encore une fois, on n'est pas marin, mais j'ai pas le sentiment que le film s'embarrasse de la réalité, quoi. Les effets spéciaux, ils sont pas dignes des standards actuels. Ouais. Le jeu des acteurs, il est pas ouf. Et la mise en scène est aussi dynamique que moi, là, quand j'ai pris trop de mer calme sur le Nice Ajaccio. Je sais pas si tu te rappelles. Non. Puis surtout, comme certains films qu'on a déjà évoqués, genre La méthode Williams, La jeune fille et la mère, il est trop complaisant avec le fait qu'il faut quand même être un poil irresponsable pour envoyer une gamine de 16 ans, alors qui plus est dyslexique, chiant pour lire une carte de navigation, en tour du monde en solitaire, quoi. C'était peut-être voulu en même temps. Ouais, pas sympa. Alors ok, on peut pas reprocher à la réalisatrice Sarah Spillane de prendre le parti de Jessica Watson, qui elle-même, elle a toujours défendu que c'était son propre choix, que personne l'avait poussé, voilà. Mais les détracteurs, ils sont représentés de manière un petit peu caricaturale, quoi, par des journalistes, tu vois, impitoyables, ou des officiels cruels, quoi. Du style, alors le style, c'est un peu, bah oui, c'est que des haters, blablabla, tu vois. Dans la réalité, il y a quand même une bonne liste de marins chevronnés, qui soutenait pas trop l'idée, quoi, la jugeant moralement douteuse. Voilà, on l'a pas forcé mais on l'a pas retenu non plus, quoi. Ouais, voilà. Donc on passe à côté d'un sujet qui a amené le spectateur à réfléchir, mais bon, tu sais que c'est pas l'objectif prioritaire de Netflix. Non. Voilà. Donc, alors, pour découvrir cette histoire incroyable, il y a aussi le documentaire qui s'appelle 210 jours, donc, et qui peut valoir le coup d'œil, pour avoir aussi quand même un autre avis. Ou alors, si vous aimez juste les discours, quand on veut un peu, où il faut croire en ses rêves, à la rigueur, allez-y, quoi. Bon poncif. Exact. Alors, le vent souffle toujours dans la voile, mais sur une embarcation plus petite, avec un autre sport pour le moins populaire. Oui, je vais vous parler d'une petite pépite qui s'appelle Atlantique, avec un C, de Jan Willem van Ewijk, excusez-moi. Désolé, le hollandais. Ouais. Voilà, c'est le hollandais, désolé pour la prononciation, qui a été réalisé en 2014. Alors c'est une multiproduction marocaine, néerlandaise, belge et allemande. Alors ça donne maroco-néerlando-belgeo-allemande. 250 points, je crois. Voilà. Donc ce film, il raconte l'histoire de Feta, un jeune pêcheur marocain passionné de planche à voile. Et oui, on est dans la voile, Dans son petit bled côtier du Maroc, chaque été, des touristes européens, véliplanchistes comme lui, affluent pour profiter du spot. Il se lie d'amitié avec eux et tombe amoureux de l'une d'entre eux, Alexandra. Mais voilà, comme à la colo, à la fin de l'été, il y a un adieu difficile quand tout le monde doit rentrer à la maison. Et Feta, après ça, il se sent seul dans son patelin, isolé, et il veut revoir Alexandra à tout prix. Il prend donc la décision, pour le moins périlleuse, de prendre le large et de rejoindre l'Europe, et donc s'adulciner par ses propres moyens, c'est-à-dire... la planche à voile. Eh oui. Il va alors connaître la beauté et l'imprévisibilité de l'océan Atlantique.
C'est un film très poétique, alors plutôt contemplatif, donc il y a très peu de dialogue, mais les images et la photo sont d'une pure beauté et méritent le coup d'œil. Alors si vous avez de la chance de le trouver, je vous l'ai dit, car c'est une petite pépite qui est très bien cachée, et il est même pas noté sur Sens Critique, c'est dire, donc mais il se trouve. Alors contrairement à d'autres films dont nous avons parlé précédemment, les scènes en mer ont été filmées dans des conditions authentiques, avec des drones en lumière naturelle et sans effets spéciaux, ce qui contribue idéalement à nous montrer cette beauté, cette rudesse de l'océan. Et puisqu'on parle de l'authenticité, parce qu'on aime ça au Ciné Sporting Club, l'acteur qui joue Feta s'appelle aussi Feta. Bon, c'est pas tout, évidemment. Et il est lui-même pêcheur et véliplanchiste. Il faut savoir que l'équipe a tourné sur le littoral marocain avec des locaux, pêcheurs et véliplanchistes aussi. Voilà. Donc pas de doublure, ni de faux semblants. On a presque un documentaire finalement. Oui, et comme si ça suffisait pas, le réalisateur, Van Eyck, taquine lui aussi de la planche. Et on peut apercevoir dans son film un autre véliplanchiste de renom, Boujma Guilloul, ce qui contribue forcément au réalisme des scènes de planche à voile. Donc vous l'avez compris, ce sport est clairement mis à l'honneur dans ce film, tout en abordant des thèmes plus profonds, comme la liberté et les rêves d'ailleurs, l'émigration ou encore la beauté de la nature liée à sa dangerosité. La question même de la perception du sport, enfin de ce sport, mais même du sport finalement, elle est posée. En effet, contrairement aux touristes qui voient la planche à voile plutôt comme un loisir, Feta l'aperçoit comme un moyen de se libérer d'un quotidien qui l'oppresse. On peut faire le même constat avec tous les sports existants finalement. Voilà. Et cette différence de perspective souligne les inégalités, le fossé culturel que l'on peut entrevoir entre ceux qui pratiquent le sport davantage pour le plaisir et ceux qui s'en servent plutôt pour échapper à leur réalité. Le sport est ici perçu comme une quête initiatique avec un rêve au bout. Alors l'isolement, c'est sur Terre que Feta le ressent, et en opposition avec le sentiment de liberté face à l'immensité de l'océan. En gros, bonne chance pour trouver ce petit bijou très poétique et très joli. Mais alors allez-y, parce que c'est vraiment une bonne bouffée d'air marin. Cela fait maintenant près de 2 semaines que je suis en mer, en chemin pour mon rendez-vous avec le Cap Horn. Quand on parle de petites embarcations, la plupart des gens voient des après-midi ensoleillés à naviguer sur le Solent. Des jolies filles en bikini se prélassant sur le pont d'une belle goélette. Tandis que des hommes en élégante tenue de plaisanciers sont agrippés au gouvernail, une pipe fermement coincée entre leurs dents. Depuis mon départ, je n'ai malheureusement jamais connu ces conditions-là. On remarque donc que la voile au cinéma explore de nombreux thèmes à travers ce sport si singulier. Il s'agit de films type survival pour certains, proches du film d'alpinisme d'ailleurs souvent. C'est vrai. L'homme face à la nature dans un combat inégal et perdu d'avance. L'alpinisme dont on aura très certainement l'occasion de parler. Ouais, on y viendra, c'est clair. On y aborde le dépassement ou la quête de soi, la solitude, l'isolement, l'évasion. Ces aventures aux fins heureuses ou dramatiques font des récits purement cinématographiques. Alors il est vrai que pour voir du bateau, la majorité de la population va plutôt se tourner vers des films où un pirate à la démarche douteuse gesticule sur son rafio. Mais si vous cherchez une évasion plus authentique, sentant bon l'air du grand large et où l'aspect sportif est davantage mis en avant, on vous conseille plutôt ces quelques films que l'on vient d'évoquer. Tout ce qui se trouve sur ce bateau est trempé. Pas humide, trempé. Des gouttes de condensation se forment dans la cabine et vous tombent dans l'oreille quand vous tentez de dormir. Le moindre interstice peut devenir une voie d'eau. Quant au bruit du vent, il est permanent et souvent assourdissant. On est dans l'actualité puisqu'au moment où nous enregistrons cet épisode, le Vendée Globe 2024 est en cours. Et un joli film sur le sujet a profité de l'occasion pour sortir en salle. Et oui, et je vais vous parler de La Vallée des Fous, un film français réalisé par Xavier Beauvois, et qui est sorti en salle le 13 novembre 2024, soit 3 jours après le départ du Vendée Globe. Donc il a un peu surfé sur... timing, voilà. Il nous raconte l'histoire de Jean-Paul, joué par un autre Jean-Paul, Jean-Paul Rouve. Il traverse ce Jean-Paul, donc il traverse une période difficile, il accumule les dettes et sent qu'il s'éloigne de sa famille. On revient un peu au film avec Colin Firth. Souhaitant reprendre sa vie en main, il s'inscrit à la Virtual Regatta, la course virtuelle du Vendée Globe. Il se met dans les conditions d'un vrai skipper en s'isolant pendant 3 mois sur son bateau, dans son jardin. Alors il faut malgré tout savoir que Jean-Paul Rouve, qui partage l'affiche avec Pierre Richard dans ce film, a suivi une formation spécifique pour maîtriser les bases de la navigation à voile, toujours pour apporter plus d'authenticité à son rôle. Pourtant, il reste sur Terre. Alors, au cas où vous seriez passé à côté de la promo de ce film, nous l'avons choisi car nous avons trouvé qu'il puisait son originalité dans ce mariage entre le sport et l'e-sport. Vous savez, le sport virtuel, quoi. D'ailleurs, dont nous aurons l'occasion de parler dans un épisode prochain. Exactement. Alors certes, l'aspect périlleux de la chose n'est pas le même entre sport et e-sport, mais l'isolement et l'évasion ressentie peuvent être comparables, toute proportion gardée, bien sûr.
Alors on n'a pas fini de débattre sur l'aspect réellement sportif d'un sport virtuel, mais ce film peut aussi nous montrer qu'à défaut d'aspect purement physique, le virtuel peut transmettre des émotions à peu près semblables. Alors La Vallée des Fous explore en effet les mêmes thèmes que nous avons évoqués à travers les films que nous venons de vous présenter. Donc on a la résilience, le dépassement de soi, l'évasion, la quête de soi, mais il le fait sur la terre ferme et c'est ça qui est plutôt réussi, quoi. Donc nous avons à l'arrivée un film touchant, émouvant, avec du très bon Jean-Paul Rouve en skipper casanier. Donc cap sur le Cinoche pour voir La Vallée des Fous. J'ai quelque chose d'important à vous annoncer. Je vais faire le Vendée Globe. En mer? Non. Je vais faire la course sur Virtual Regatta, mais sur mon bateau. Tu vas faire le tour du monde dans le jardin? Bon, ça commence à devenir une petite tradition, mais j'ai un petit quiz pour toi. Ah, bah oui. Ouais. Alors, il va être court, il est pas simple, mais tu vas voir. D'accord, écoute, en même temps, je t'ai pas fait de cadeau, là. Je vais te donner des phrases, et tu vas me dire si c'est une phrase de Audiard ou une expression de marin. Oula. C'est original. Ah ouais, j'ai cherché, attention. Alors, la première. Les marins boiront du lait quand les vaches boiront du raisin. Audiard. Non, c'est une phrase de marin. On n'emmène pas de saucisses quand on va à Francfort. Bon, ça fait... Ouais, Audiard. Ouais, là, c'est bon, c'est Audiard. Attention. Je vois pas pourquoi il parlerait de saucisses et de Francfort. Ouais, mais c'est ça pour les marins, attention. Celle-là aussi, elle est pas mal. Un pigeon, c'est plus con qu'un dauphin, mais ça vole. Un marin? Ah, il y a un piège, c'est Audiard. Ah, c'est pas mal, quoi. Un cachalot à tribord est prioritaire, à bâbord aussi. Ah, c'est un marin, ça? Ouais, c'est le Kersozon, d'ailleurs. Kersozon, d'accord. Ouais. Il vaut mieux s'en aller la tête basse que les pieds devant. Audiard. Bien joué. Ça n'était pas grave. En embarquant 2 termites sur un bateau en bois, Noé fit preuve de courage. Alors là, ouais, c'est pas faux comme phrase. C'est pas mal, ouais. Un marin? Ouais, bien joué, c'est un marin aussi. Et la dernière. T'extasie pas sur la mer, elle a toujours été là. Un marin? Non, c'est Audiard. Ah, c'est Audiard, bah d'accord. Voilà, bah merci d'avoir participé. Merci beaucoup, il était très original en tout cas. Merci. Quelle revue, Fabien? Eh oui, nous arrivons. On arrive à quai, donc c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi encore une fois. Merci. On vous invite comme d'habitude à nous retrouver sur les différents réseaux sociaux, notamment pour répondre à la question. Sur quel bateau mythique du cinéma souhaiteriez-vous embarquer pour un tour du monde? Moi je choisirais pas celui des Dents de la Mer déjà. Ouais, Merci à tous, on se retrouve pour le prochain épisode, à bientôt. Merci, à bientôt.